Cher lecteur, Mémoire d'un rat est mon premier roman consacré à un animal, une créature insolite et méconnue car lorsqu'il s'agit des rongeurs, l'homme est plus soucieux de chercher les moyens de les combattre que d'étudier leur comportement, leur psychisme et leur sensibilité. C'est un roman à sensations et tout rempli de mystères. En effet, autour des nids de rats et à proximité de leurs trous se déroulent nombre de tragédies, de drames et d'aventures. Les expéditions d'Héraclès, les malheurs d'Œdipe, les voyages d'Ulysse, le désespoir de Niobé, la mort d'Antigone, les destinées des dieux, des titans et des hommes se rencontrent, s'entremêlent et s'unissent dans la conscience d'un être qui a tout juste la taille et le poids d'un cœur d'homme. Dans notre monde humain et prétendument sain, nous préférons les oublier, car les rats suscitent l'aversion et la crainte, peur des maladies que parfois ils véhiculent, appréhension quasi superstitieuse devant la puissance de leurs dents qui ne cessent de pousser. La société souterraine des rats, leur faculté d'adaptation et leur lutte constante pour survivre, leur migration massive et leur propension individuelle au voyage, les exemples nombreux de leur extraordinaire intelligence, les légendes et les récits que j'ai entendus depuis mon enfance, tout cela a fait que les rats m'ont très tôt fasciné, suscitant non seulement ma curiosité, mais aussi une sorte d'admiration respectueuse pour la nature qui a su créer des êtres capables de coexister aussi parfaitement avec l'homme. Ratus norvegicus et Ratus ratus, le surmulot et le rat noir, deux espèces essentielles au sein de la grande famille des rats, accompagnent l'humanité depuis ses origines, et leur destin, étroitement lié au nôtre, reflète pour une grande part notre propre situation par rapport à la civilisation et à l'environnement. Curieusement, c'est auprès des hommes, qui leur avaient pourtant dès le début déclaré la guerre, que les rats ont trouvé les meilleures conditions de vie. Habitant autrefois les grottes, les forêts et les steppes, cette faible créature, proie facile à la merci des serpents, des oiseaux et des mammifères carnassiers, rencontra l'homme. Elle se métamorphosa alors, reprit des forces et partit massivement à l'attaque. Contrairement à ce que l'on croit en général, l'homme favorise le rat. Et c'est seulement grâce à notre civilisation que les rats ont réussi à s'implanter sur tous les continents et à atteindre un niveau si élevé d'organisation sociale. Nos caves, entrepôts, greniers à céréales, poubelles et vides d'ordures, dépotoirs, écuries, casernes, prisons, fermes, égouts, barrages, cuisines et garages sont devenus leurs repères, leur royaume et peut-être même le berceau d'une nouvelle civilisation à venir, extrêmement puissante et féconde, féroce et capable de résister à toutes les transformations survenant autour d'elle. J'ai toujours été intrigué par ce que pouvait être une vie de rat, ses motivations et ses mécanismes, les structures sociales et les relations entre les individus, leur caractère et leurs penchants, très comparables à ceux des humains. Dans les labyrinthes expérimentaux des laboratoires, chaque rat se comporte différemment, témoignant de ses aptitudes et de ses faiblesses. Parfois, il renonce, recule et s'enfuit. Plus souvent, il s'obstine, cherche une sortie, opère des choix, ronge les minces parois, prêt à créer ou à explorer de nouveaux labyrinthes. J'ai essayé d'approcher les rats, de les connaître le mieux possible, de la façon la plus complète. J'en ai élevé, je les ai observés, j'ai essayé de les comprendre et de devenir leur ami. J'ai vu les rats qui peuplaient les ruines de Gdansk et les maisons vermoulues du nouveau port après la guerre, ceux qui essayaient de pénétrer dans les bateaux, grimpant et descendant le long des amarres,
J'ai observé les rats dans les ruelles de Saïgon, d'Istanbul, de Berlin, de Bucarest, de Varsovie et de bien d'autres villes. J'ai collecté aussi toutes les informations, vraies ou fausses, relatives à leur vie et à leurs mœurs, partant du principe que même les faits inexacts, les contes et les légendes m'en apprendraient beaucoup, non seulement sur les rats, mais aussi sur les hommes qui avaient inventé ces histoires, inspirés par l'aversion ou la haine, ou au contraire, par leur admiration, leur sympathie ou leur foi. Le bouddhisme, par exemple, place le rat assez haut dans la hiérarchie des êtres vivants. C'est précisément le rat, malin et rusé, qui, sautant du dos du buffle, apparaît le premier devant Bouddha mourant. Et c'est seulement ensuite, après le rat, le plus intelligent, et le buffle, le plus travailleur, que défilent les autres animaux du calendrier bouddhique. Le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Une autre légende voudrait que les milliers de rats du temple de Karni Mata, à Bikaner, en Inde occidentale, soient la réincarnation animale des poètes morts attendant de revenir à leur apparence de poètes charan. Dans les contes de diverses nations, on voit de méchants souverains dévorés par des armées de souris et de rats. Il faut croire que ces légendes sont fondées sur des faits réels. Au printemps de 1721, le voyageur allemand Peter Pallas vit des hordes de rats traverser à la nage la Volga aux environs d'Astrakhan, prêts à surmonter tous les obstacles sur terre et dans l'eau, dans leur exode à travers l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en quête d'espace vital et de nourriture. Notre Popiel Chvosik ne fut pas le seul à être dévoré par les souris. Athon Ier, archevêque de Mayence, fit brûler vive dans une grange une bande de misérables affamés afin d'économiser de la nourriture pour la cour. Cet acte ignoble lui valut d'être mangé par les souris dans une tour qui porte aujourd'hui encore le nom de Maos-Turm, à Bingen, sur le Rhin. D'autres souverains et personnalités laïques, aussi bien qu'ecclésiastiques, méritèrent le même sort, ainsi que divers peuples le relatent avec satisfaction dans leurs fables. Des hommes dévorés par des rats affamés, on n'en trouve pas que dans les histoires, comme le savent bien tous les aventuriers et chercheurs de trésors qui pénètrent dans de vieux souterrains, caves et forteresses, ainsi que les ouvriers qui travaillent dans les égouts et les tunnels. En 1977, lors de mon séjour au Vietnam, ravagé par la guerre et la famine, j'ai rencontré des cas d'enfants mangés par des rats, alors que leur mère était partie travailler, les croyant en sûreté dans leur berceau. Le destin du rat, parallèle à celui de l'homme, est un motif que l'on voit passer et repasser dans nombre de livres, chez Kafka, Eliot, Joyce, Camus, pour ne citer qu'eux. Le lecteur attentif aura trouvé des échos de ces épisodes, anecdotes et légendes, et parfois aussi leur prolongement dans ces mémoires d'un rat, nouvelle odyssée cruelle que j'ai écrite il y a bien des années. La clé de ma philosophie personnelle, c'est la conviction que toutes les formes de la vie sur Terre sont nées de la même source et participent du même mystère fondamental, celui du sens et du but de l'existence. Il me semble que des animaux aussi intelligents que les rats sont guidés non seulement par leur instinct et leurs réflexes, mais aussi par leur raison, leur expérience, leur mémoire, leurs associations mentales et leurs sentiments. Je les crois capables de tirer des conclusions des phénomènes et des faits qui se produisent autour d'eux. Je les crois moins bestiaux et plus humains que nous, les hommes, dans notre suffisance, ne sommes prêts à l'admettre. Maître de la création, usurpateur ou nommé par Dieu, l'homme devrait se faire aujourd'hui le protecteur indulgent et l'ami des milliards de créatures dont il ne comprend pas le langage et dont il évalue le comportement selon des critères qui l'arrangent. Hélas, c'est le contraire qui se produit. Pourtant,
Nous savons bien que nous sommes faits de la même combinaison de protéines que le chien, le rat, le pigeon et tout être vivant. L'homme oublie que son organisme est construit de la même façon, et il agit comme s'il voulait renier cette parenté gênante et se débarrasser à tout prix de ses racines biologiques. Il cherche donc les origines de son existence au-delà des frontières de notre galaxie ou dans le souffle de l'être suprême. Voilà qui témoigne d'une incroyable présomption et d'un sentiment de supériorité dénué de fondement, totalement illusoire. Nous sommes persuadés que la civilisation que nous avons imposée au monde est la seule et la plus parfaite, la première et la dernière. Cette foi aveugle est notre erreur quotidienne. Nous ignorons quelle civilisation apporteront les temps futurs lorsque, consciemment ou sans le vouloir, nous aurons commis ce suicide collectif dont chaque jour nous rapproche. Ce sera peut-être la civilisation des rats, ou celle des oiseaux, ou encore celle des insectes. Il y a bien longtemps que nous ne voyons plus dans les animaux des partenaires, mais seulement un matériel biologique qui devrait être soumis à nos besoins, à notre volonté, à notre savoir et à nos caprices. Nous apprécions l'intelligence des animaux dans la mesure où ceux-ci se laissent dominer par nous. Nous avons créé de gigantesques abattoirs, des élevages, des fermes, des tanneries, des millions de lieux de massacre. Nous sommes des créatures non seulement présomptueuses, mais d'une cruauté exceptionnelle qui nous paraît normale et même de bon goût, comme le fait de porter une élégante fourrure de renard ou d'astracan prématurément arrachée au sein de sa mère. J'en parle car il est bon que nous prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce vers quoi nous allons. S'il t'arrive, cher lecteur, de croire à la réincarnation, tu accepteras l'idée que l'homme qui a été un rat dans un précédent avatar puisse garder dans son subconscient la mémoire de cette existence-là, et que son ancienne destinée, dans ses grandes lignes et dans ses situations particulières et dramatiques, vienne se superposer à sa vie actuelle, apparemment éloignée de l'autre, puisque humaine. Inversement, si tu peux concevoir un homme réincarné dans la peau d'un rat, il te suffira de faire un pas de plus pour imaginer ta propre conscience soumise à ce genre de métamorphose. Si tu y parviens, tu deviendras toi-même le héros de mon roman, et tu comprendras tout ce qui t'unit à cet animal apparemment si éloigné de toi. Tout ce que j'ai écrit te paraîtra limpide, évident, car ce livre descriptif, fondé sur des faits, est également une fable, une légende exceptionnellement cruelle et insolite, grise et douloureuse comme une vie de rat, et par là même vraisemblable. Cette société de rongeurs qui vit juste à côté de nous, littéralement sous nos pieds, nous accompagne depuis des millénaires, participant à notre bien-être et à notre misère, dans la paix comme dans la guerre. Nous préférons ne pas les voir, ne rien savoir d'eux. Nous les combattons et leur vouons ce mépris immense dont seuls les hommes sont capables. Je me demande si certains comportements de mon héros et nombre d'événements et d'épisodes n'ont pas été trop bien camouflés. Les symboles du passé, entremêlés aux éléments du paysage contemporain qui nous entoure, les traces qui renvoient au début de notre civilisation, seront-ils compris comme je le voudrais ? Cette ultime confession d'un rat n'est pas un livre sur les animaux, bien qu'on puisse aussi le concevoir de cette façon. J'y vois au contraire un récit sur les lois qui dominent notre société, nos mythologies, nos vérités et nos mensonges, l'amour et l'espoir, la solitude et la nostalgie. Lui et nous sommes des habitants du cosmos. Nous respirons la même atmosphère terrestre. Nous appartenons au même ordre, celui des mammifères, tous dotés du même type de cerveau, de cœur et d'estomac, avec le même processus de fécondation et de reproduction. Nous sommes donc des cousins biologiquement et psychologiquement très proches, et nos deux espèces, bien que dans des circonstances différentes,
ont survécu à des millions d'années d'évolution, grâce à leur vitalité, à leur force et à leur intelligence, et sont parvenus à un tel degré de perfectionnement qu'elles dominent la planète. Aussi, cher lecteur, n'oublie pas que lorsque j'ai décrit de façon minutieuse et naturaliste l'existence d'un rat, c'est à toi que je pensais.